Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e émission de Philosophons consacrée aujourd'hui au mythe de la caverne. Un mythe est un récit légendaire mettant en scène des personnages imaginaires d'une façon allégorique. D'ailleurs, le mythe de la caverne est aussi appelé l'allégorie de la caverne. Une caverne est une cavité naturelle dans la roche. Le mythe de la caverne est une allégorie philosophique. Le mythe de la caverne se trouve inclus dans le chapitre 7 de la République de Platon, 428 avant Jésus-Christ, 348 avant Jésus-Christ. On peut lire le livre de Platon comme une critique de sa propre polis, de sa propre cité. La polis, la cité, signifie la ville dont on est citoyen. Platon remet en cause les valeurs de la polis. Qui doit être à la tête de la polis? Pour lui, ce sont les plus sages, notamment bien sûr les philosophes. Ce livre est un livre de politique divisé en 10 parties. Un de ces passages parle de la vérité. En effet, c'est le livre 7, donc la 7e partie, qui est consacré à ce mythe qui s'appelle le mythe de la caverne. Pour comprendre mieux ce mythe, imaginez qu'il y a des prisonniers enfermés dans une caverne profonde. Ces êtres sont attachés, ils ne peuvent donc pas se retourner. Le seul endroit où peut se porter leur regard, c'est sur le mur, sur une paroi. Mais derrière eux, il y a un feu qu'ils ne voient pas. Derrière ce feu, il y a des objets qui font alors des ombres sur le mur. En fait, ces objets font des projections sur le mur de la caverne. Un des hommes enfermés de la caverne est détaché. Il va au fond de la caverne, mais pour en sortir, c'est un chemin rude, car il monte et s'en sort péniblement. Lorsqu'il arrive à la lumière, une fois arrivé en dehors de la caverne, il n'y voit plus rien. Mais il apprivoise petit à petit son œil et il commence enfin à voir. Et là, il voit une autre lumière que celle qu'il avait dans la caverne. Dehors, il y a le soleil et les objets sont plus denses et plus réels. Quand il compare, il pense que dans la caverne, au fond de cette caverne, il était trompé, mais que dehors, c'est la vraie lumière. Il redescend en pensant qu'il serait bien de dire aux autres ce qu'il a vu. En descendant dans la caverne, il rencontre le même problème qu'il a eu pour monter. En effet, en redescendant dans l'obscurité, il n'y voit plus très bien. Il va donc être gêné tout en redescendant, puisqu'il titube et trébuche. Enfin, il dit aux autres « Voilà, moi j'ai vu la lumière !» Mais les autres ne le croient pas. Le texte finit là. En effet, les autres vont entendre son discours mais ne le croiront pas. Donc il faut bien imaginer cette caverne, en voyant évidemment le soleil à l'extérieur, donc la vraie lumière. Les prisonniers qui regardent le mur, mais qui ne peuvent pas se retourner, ne voient pas le feu derrière, non plus les objets qui l'éclairent. Voilà grossièrement une manière de vous faire comprendre de quoi parle ce livre. Ce livre met en scène des hommes qui sont enchaînés au fond d'une caverne obscure et qui ne peuvent voir que la paroi interne de la caverne sans pouvoir se retourner. Ils voient également des projections imagées qui sont dues à un feu situé derrière eux et à des objets de toutes sortes qui défilent entre le feu et la paroi. Ce qu'ils voient est ombreux et incertain. Pire, même faussé, car ils sont, sans le savoir, victimes d'idoles manipulées. Or, comme ils n'ont jamais rien vu d'autre, ils croient être dans la vérité alors qu'ils sont seulement prisonniers de leur ignorance. Mais un des hommes est désenchaîné et il est conduit à se hisser, non sans peine, par une route escarpée jusqu'à la sortie de la caverne. Après un difficile temps d'accoutumance, il finit par voir clairement le monde ensoleillé et il comprend que le soleil est la vraie lumière. Il comprend aussi qu'en comparaison, le monde de la caverne n'était qu'une obscurité aliénante, une illusion sans réalité, un enfermement loin de la vérité. Ce qu'il a dès lors vu et compris, il essayera de l'expliquer à ses anciens codétenus qui sont restés dans la caverne. Or, ce retour dans le monde obscur ne se fera pas sans difficulté, car il aura beaucoup de mal à dire ce qu'est le soleil et que les prisonniers ont fini par s'habituer à leur illusion et à les préférer. Il faut bien donc imaginer cette caverne qui serait le symbole de l'ombre, de l'ignorance, de l'aliénation, de l'illusion, en comparaison avec le soleil, l'extérieur, qui serait donc le symbole de la lumière, du savoir, de la libération et de la vérité.
La caverne est en fait le symbole de l'ombre, de l'ignorance, de l'aliénation et de l'illusion, tandis que l'extérieur de la caverne est le symbole de la lumière, du savoir, de la libération et de la vérité. Ce texte est en fait un texte qui parle de l'éducation. Pourquoi? Parce que éducation vient de exducere, ex qui veut dire à l'extérieur et ducere qui veut dire conduire. L'éducateur, c'est celui qui conduit en dehors de la caverne. Voici une citation de Platon. « Tes prisonniers sont étranges, pourtant ils nous ressemblent. » Le monde de la caverne symbolise ce qui est loin de la vérité. En dehors de la caverne, il y a le soleil, la vérité, alors que la caverne n'est qu'ignorance. Cela veut dire donc qu'il y a le monde du bas et le monde du haut. Exducere veut dire donc conduire à l'extérieur. Le mythe de la caverne est une grande allégorie sur l'éducation. Parce que l'enfant ne sait pas, il va lui falloir un guide spirituel pour le guider, pour l'élever. C'est quand je connais que je nais véritablement. La connaissance est une deuxième naissance. Paul Claudel l'écrit d'ailleurs connaissance, c'est-à-dire naître avec. On naît lorsqu'on connaît, c'est un jeu de mots forcé. Il s'agit ici d'une renaissance. En effet, pour Platon, ce qui est intéressant, c'est que pour connaître, il faut privilégier la partie spirituelle du corps humain. Il faut naître par l'esprit. Platon est idéaliste, c'est-à-dire non matérialiste. L'idéalisme signifie que l'esprit est supérieur à la matière. Les philosophies de l'Antiquité sont toutes matérialistes. Elles affirment en fait que si jamais il n'y a pas de matière, alors il n'y a pas possibilité qu'il y ait un esprit. La science aussi est matérialiste. Les idéalistes pensent que l'esprit est antérieur et supérieur à la matière. Ce qui compte le plus, c'est l'esprit. Ce qu'il y a de supérieur en eux, c'est la partie spirituelle. Psyché veut dire esprit en grec, ou âme. L'âme, c'est ce qui va continuer après notre corps. Il y a une différence entre l'âme et l'esprit. L'âme a une connotation religieuse ou métaphysique, tandis que l'esprit a une dimension laïque. Les idéalistes, comme Platon, pensent que dans l'être humain, il y a deux parties, l'âme et le corps. L'âme, c'est ce qui va rester, et le corps, ce qui est périssable. Le corps, c'est en fait la caverne. Les idéalistes condamnent le corps. Platon dit que le corps, c'est l'ignorance, c'est le fond de la caverne. L'éducation, c'est dépasser le corps et voir avec l'œil de l'esprit et non l'œil physique. Platon ne relativise pas parce qu'il pense qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il fait une métaphore de la vérité avec un V majuscule. Si nous faisons confiance au corps, nous allons faire comme les animaux. L'esprit est supérieur car l'information de mon corps est une information insuffisante. Ce qui me permet de voir vraiment, c'est l'œil de l'esprit. Quand le corps m'informe, il m'informe mal. Le corps, c'est la caverne, car le corps, c'est une illusion, car je crois qu'il est désirable, mais ce désir est trompeur. Le corps n'est pas la partie substantielle de l'être humain. Le corps passe, il est transitoire, il ne tient pas, il s'en va. Soma veut dire le corps en grec, tandis que séma veut dire tombeau. Platon dit soma séma. Le corps est un tombeau. Le corps, c'est une belle illusion. Ce qui est désirable, c'est l'esprit, ce n'est pas le corps. On croit que le corps, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais la vraie beauté est spirituelle, car c'est l'esprit qui est la plus grande des valeurs. C'est donc une séduction illusoire, car la beauté corporelle, elle passe. Platon pense qu'après notre mort, il y aura une partie de nous qui restera. Il pense qu'il y a un autre monde que le monde physique, un monde métaphysique. Pour lui, avant notre corps, on avait une âme, et cette âme a été punie, et nous sommes tombés dans la matière. Ensuite, quand nous mourrons, notre âme sera délivrée. En fait, il pense comme la religion. Pour la religion, nous ne sommes pas que des corps, mais nous sommes aussi des esprits. Une partie de toi, la meilleure partie de toi, va s'élever au moment de ta mort et va continuer dans un autre monde, dans une autre vie. L'âme, c'est celle que nous pouvons éduquer. Alors, quelle est la différence entre la caverne et le soleil? La caverne, c'est le bas, l'obscur, l'illusion, l'ignorance, soma, aliénation. Le soleil, c'est le haut, le clair, l'intelligible, la vérité, psyché, la libération. Donc en fait,
La différence entre la caverne et le soleil, c'est que la caverne, c'est le bas, alors que le soleil, c'est le haut. La caverne, c'est obscur, alors que le soleil, c'est clair. La caverne, c'est une illusion, alors que le soleil, c'est intelligible. La caverne, c'est l'ignorance, tandis que le soleil, c'est la vérité. La caverne, c'est soma, tandis que le soleil, c'est psuké. La caverne est aliénation, alors que le soleil est libération. Le temps d'adaptation entre l'obscurité et la lumière signifie qu'il faut un temps d'adaptation pour voir la vérité. Ça se fait au fur et à mesure. Quand il redescend dans la caverne pour dire au prisonnier ce qu'il a vu, on voit à quel point ce n'est pas facile de dire la vérité. Le monde de la caverne représente le monde de l'ignorance, symbolisé par l'obscurité, et même pire, le monde de l'illusion, symbolisé par les chaînes et par les idoles, tandis que le soleil représente la vérité et le monde intelligible. Pour accéder à la vérité, l'homme ne peut se fier à ses impressions sensibles et premières. Il doit au contraire, par l'éducation de l'esprit, s'abstraire du monde des sens et atteindre le monde métaphysique des idées et de l'essentiel. L'homme libéré renvoie au philosophe ou à la part philosophique en tout homme, qui aime la vérité plus que tous les autres amours, qui, de plus, réussit à atteindre la vérité, mais qui, à cause de cela, risque d'être mis à mort. Le mythe de la caverne renvoie immédiatement à la question de la vérité. La connaissance est l'activité par laquelle l'homme cherche à comprendre la réalité. La connaissance consiste en un ensemble d'énoncés communicables. On nomme aussi connaissance le résultat de cette recherche, c'est-à-dire le savoir. La connaissance se présente sous deux aspects. Connaître une chose consiste d'abord à avoir une opinion sur elle. C'est l'aspect subjectif de la connaissance. Mais cette opinion relative à un objet peut être vraie ou fausse, c'est-à-dire plus ou moins conforme à son objet, plus ou moins objective. Depuis la naissance de la philosophie, le débat sur la connaissance oppose deux doctrines. D'une part, celle de ceux qui, comme les sophistes, pensent qu'elle réside entièrement dans l'opinion subjective de chacun. D'autre part, celle de ceux qui, comme Platon, pensent qu'elle consiste à savoir ce que sont les choses en elles-mêmes, objectivement, indépendamment de l'opinion que l'on peut en avoir. Dans le langage philosophique, le terme d'opinion a conservé le sens de croyance subjective, relative à chacun, sans garantie de validité objective. Le langage courant emploie le mot opinion dans un sens voisin, par exemple lorsqu'on dit que chacun a le droit d'avoir une opinion. On pense alors plutôt aux opinions politiques ou religieuses, c'est-à-dire des domaines dans lesquels il serait bien hasardeux de prétendre savoir où est la vérité. Certes, toute opinion n'est pas une vérité. Mais faut-il en conclure que la connaissance vraie suppose le rejet de toutes les opinions subjectives au profit d'un savoir impersonnel? Ne doit-on pas plutôt distinguer d'un côté la part de connaissance vraie qui est contenue dans les opinions et, d'un autre côté, les vérités établies de façon objective, et ceci sans vouloir ni les opposer ni les confondre? Parmi nos opinions, peut-on distinguer celles qui sont fausses de celles qui sont vraies, et comment procéder pour le faire? Les plus vraies sont-elles celles qui sont les plus convaincantes pour autrui, ou celles apparaissant comme les plus évidentes pour l'esprit qui les examine, ou encore celles qui sont garanties par des critères logiques? Les sophistes, Protagoras en tête, partent du principe que l'homme est la mesure de toute chose. Que veulent-ils dire? Que l'opinion est la mesure de toute connaissance et que la vérité est relative au point de vue de chacun. Plus une idée réussit à emporter l'adhésion des esprits, plus elle est vraie. Personne ne peut donc prétendre que ce qu'il pense est vrai pour tout esprit et de façon absolue. Socrate, puis Platon, s'opposent à cette conception. À propos de toute chose, la connaissance doit selon eux saisir une vérité unique et objective. Si la vérité se réduisait à la conviction personnelle de celui qui la possède, alors toutes les opinions seraient également vraies. Or, si une opinion quelconque est aussi vraie que l'opinion qui la contredit, la distinction entre le vrai et le faux disparaît et l'idée même de vérité perd toute signification. C'est à cela que conduit le relativisme soutenu par les sophistes. Il mène à l'indifférence, tout est égal. La philosophie se distingue principalement de la sophistique sur cette question capitale. Devons-nous nous contenter de confronter nos opinions ou bien pouvons-nous ambitionner de chercher et de trouver des raisons purement objectives d'être d'accord? Faut-il se résoudre aux conflits d'opinion et aux désaccords inconciliables ou peut-on espérer une entente sur ce qui est vrai?
Il importe au plus haut point aux philosophes comme aux savants de ne pas confondre ce qui est vrai et ce qui lui paraît vrai. Or, il est difficile d'éviter cette confusion parce que le vraisemblable est parfois un faux ressemblant au vrai, comme un faux billet qui présente tous les signes extérieurs d'un vrai. C'est pourquoi, selon Descartes, on ne peut considérer une idée comme vraie que si, à son propos, le doute est impossible. Ne devra être admis pour vrai par l'esprit que ce qui est indubitable, c'est-à-dire ce dont l'esprit ne pourra pas douter. Mais pour savoir de quelles idées on ne peut pas douter, il faut au préalable les avoir soumises au doute. C'est ce qui conduit Descartes à une mise en doute systématique de toutes les opinions. Si elles sont un tant soit peu douteuses, elles seront considérées comme si elles étaient fausses, alors que dans la vie courante, nous prenons bien souvent pour vrai ce qui n'est que probable. Il faut, écrit Descartes, prendre pour règle de considérer comme faux tout ce qui n'est pas absolument certain. Car si une idée résiste au doute malgré tous nos efforts, alors nous pourrons la recevoir comme une vérité absolument certaine. C'est cette démarche qui conduit Descartes à affirmer que lorsque je pense, ma conscience d'être celui qui pense constitue une première vérité, car plus je la mets en doute, plus je confirme par là que je suis en train de penser et de douter. Ayant ainsi rencontré une première fois l'évidence absolue, nous disposons désormais d'un modèle auquel nous pourrons comparer toutes les autres connaissances. Nous pourrons adopter comme critère de l'idée vraie la clarté et la distinction, c'est-à-dire le fait pour une idée d'être clairement présente à l'esprit de celui qui la pense, tout en n'étant pas confondue avec une autre. Pour Descartes, seules les idées qui s'imposent à l'esprit comme évidentes doivent être tenues pour vraies. La connaissance de la vérité repose donc sur la mise en doute de toutes les opinions qui ont été reçues telles quelles, sans vérification, et sur la définition des caractéristiques de l'idée vraie. Mais elle suppose aussi une démarche qui donne les moyens de parvenir à cette idée vraie. Selon Leibniz, la conviction d'avoir affaire à une idée claire et distincte n'offre pas de garantie suffisante. Est vrai ce qui peut être prouvé par des procédures logiques. Pour être rigoureuse, une connaissance doit se soucier avant tout de ses procédures de vérification et de démonstration. Les mathématiques peuvent ici servir de modèle. Pour que la conclusion d'une démonstration soit juste, il faut et il suffit que le raisonnement suivi soit formellement sans faute. La preuve de la vérité d'une démonstration, c'est, entre autres paramètres, la cohérence logique de cette démonstration elle-même. Mais ne risque-t-on pas de se soucier exagérément de la forme du raisonnement au détriment de l'objet que l'on veut connaître? Peut-on exporter le raisonnement mathématique hors de cette discipline pour l'appliquer à la réalité qui est extérieure à l'esprit? L'esprit humain, dans ses efforts pour connaître la réalité du monde extérieur, ne dispose pas d'un point de départ certain dont il pourrait tirer des déductions et des démonstrations. Il lui faut justifier ses principes et justifier les raisons qui ont servi à les justifier sans pouvoir s'arrêter à une évidence première. Il n'existe donc pas de démonstration de nature mathématique établissant une vérité absolue sur un objet extérieur à l'esprit. L'assurance d'accéder à la vérité absolue, que ce soit par l'évidence ou par la démonstration, se nomme dogmatisme. Un dogme est en effet une vérité qui se présente comme étant absolue et donc indiscutable. Par l'excès de ses ambitions et son échec à établir des connaissances incontestables, le dogmatisme suscite en réaction l'attitude opposée, le scepticisme, c'est-à-dire une défiance totale à l'égard des prétentions de l'esprit à atteindre la connaissance. Cette réaction est d'autant plus salubre que nous nous apercevons souvent que nos prétendues certitudes absolues n'étaient que des préjugés, des rumeurs, des superstitions. Le scepticisme entend nous mettre en garde contre des résultats et des vérités soi-disant définitifs et indiscutables. Il revendique la liberté de l'esprit qui doit pouvoir examiner et mettre en doute en permanence tout ce qui se donne abusivement pour vrai. Le principe du scepticisme est de douter de tout. Selon celui-ci, nos connaissances ne sont que des opinions subjectives, relatives, variables. La fragilité de nos opinions ne ferait pas de problème si nous étions conscients de leur vraie nature, si elles ne s'accompagnaient pas de notre désir de les imposer comme des vérités absolues. En effet, comme le constate Montaigne dans ses essais, les hommes aiment tant avoir raison qu'ils sont pressés de faire de leur opinion une vérité indiscutable, c'est-à-dire dogmatique. Le scepticisme met en garde contre cette tentation. Il recommande de nous méfier non seulement de notre désir de détenir la vérité absolue, mais de notre crédulité. Par exemple, face à une rumeur qui progresse non pas par information mutuelle, mais par contagion, quand tout porte à enjoliver et à amplifier des récits, et jamais à vérifier les faits, il serait raisonnable d'accepter d'être ignorant et de réserver son jugement. La sagesse de Montaigne s'inscrit dans la tradition du scepticisme. Elle consiste à s'abstenir de tenir nos connaissances pour des vérités absolues. L'esprit peut y trouver la quiétude, puisqu'il n'a plus à défendre ses vérités de façon polémique et qu'il évite de tomber dans la crédulité et de céder aux préjugés.
Les sceptiques invoquent une série d'arguments destinés à éviter toute tentation dogmatique et à montrer que nos certitudes sont illusoires. L'argument de la discordance consiste à prendre acte des oppositions entre les opinions relatives à la même réalité. La blancheur de la neige et la noirceur de l'eau de l'étang, par exemple, nous empêchent de connaître la couleur de l'eau. L'argument de la régression à l'infini dit que pour s'assurer de la validité des preuves, il faudrait d'autres preuves qu'il faudra vérifier à nouveau et ainsi à l'infini. L'argument de la relation renvoie à l'idée que toute représentation est relative à un sujet, ce qui rend impossible l'universalité de la vérité. L'argument de l'hypothèse consiste à montrer que tout raisonnement a un point de départ qui est indémontrable. En conséquence, même si le raisonnement est parfaitement logique, sa conclusion ne peut être certaine. Enfin, l'argument du cercle vicieux ou diallèle conteste le raisonnement qui prétend fonder une preuve sur une conséquence de cela même qui est approuvé. Le raisonnement est alors circulaire. Si la vérité absolue est une chimère, comme le pensent les sceptiques, une question se pose. Pourquoi persistons-nous à prétendre la rechercher ? En s'interrogeant non pas seulement sur ce qu'est la vérité, mais sur ce qu'elle représente aux yeux des hommes, Nietzsche remet en question la valeur de celle-ci. Il soupçonne notre attachement proclamé à la vérité de dissimuler un goût non pour la vérité en elle-même, mais pour les certitudes immobiles et rassurantes qu'elle nous apporte. Selon Nietzsche, ce besoin de vérité stable et objective correspond en fait à un intérêt vital et non au désintéressement affiché par le savant ou par le philosophe. Cet intérêt est en fait celui d'hommes qui peinent à supporter la variabilité de toute chose, la confusion chaotique du monde. Le vrai courage intellectuel exigerait de ne pas s'attacher à la vérité comme à un fétiche ou à une idole. Au contraire, poursuit Nietzsche, le souci authentique de la vérité consisterait à avoir la force de se demander à quoi bon la vérité, alors que nous avons affaire à une réalité complexe, changeante, où la subtilité des nuances est plus profonde que la clarté et l'évidence des théories. Depuis les sophistes de l'Antiquité jusqu'à l'idée de Nietzsche pour qui toute connaissance est une interprétation, en passant par le scepticisme de Montaigne, une même idée est donc formulée. Nous vivons sous le règne de l'opinion, ce qui exclut la possibilité d'une connaissance qui serait une vérité en soi. Si nous pouvons définir la vérité comme ce qui est au-delà des opinions multiples, cela ne signifie pas que, pour l'atteindre, il faille rompre avec toutes les opinions comme si elles étaient forcément trompeuses. Peut-être sont-elles au contraire le point de départ de la connaissance objective. Le point de départ de la connaissance est toujours un certain nombre d'opinions déjà acquises, parce que l'esprit ne peut être ingénu et vierge devant la réalité à connaître. Ceci est vrai même dans le domaine des sciences. Au moment où les savants entreprenaient d'élucider par exemple la nature de la chaleur, de l'électricité ou de la pesanteur, leur esprit était déjà habité par des images, des impressions, des explications séduisantes. Bref, par des opinions sans aucun fondement objectif. Mais selon Bachelard, ce point de départ inévitable est à dépasser parce que, dit-il, l'opinion ne pense pas. Elle sait ce qu'elle a besoin de savoir mais ne se préoccupe pas des lois, des causes et des raisons d'un phénomène. L'opinion est le premier moment d'un processus comportant la critique des idées reçues et, en ce sens, elle doit être traitée comme un obstacle épistémologique, c'est-à-dire un obstacle à l'élaboration de la science. Elle deviendra ensuite une pensée, mais au sens où penser commence par une action de mise en cause de ce qu'on croyait savoir. Bachelard dit aussi que comprendre vraiment, c'est comprendre qu'on n'avait pas compris. C'est comprendre après interrogation et réflexion, les raisons pour lesquelles on n'avait pas une compréhension claire, tant que l'on se contentait d'une opinion approximative. L'acte de connaître consiste en une remise en question toujours renouvelée des résultats acquis. C'est pourquoi l'épistémologie, la réflexion philosophique sur les principes et les méthodes des sciences, pose qu'une idée et plus largement une théorie ne peuvent être considérées comme scientifiques qu'à la condition expresse de pouvoir être fausses. Popper soutient en effet qu'une théorie est vraiment scientifique si elle est réfutable, c'est-à-dire si elle offre prise à des tests expérimentaux qui pourraient éventuellement montrer qu'elle est fausse. Les fausses sciences, justement, l'astrologie, la numérologie, etc., sont incapables d'obéir à ce critère. Elles fonctionnent de telle sorte qu'on ne peut jamais les prendre en défaut. Au contraire, une théorie est scientifique si elle s'expose au risque de pouvoir être contredite par les faits. Ainsi, une affirmation comme l'eau bout à 100 degrés serait réfutée si une expérience montrait qu'à 98 degrés elle entre en ébullition. En revanche, une affirmation comme les astres ont une influence sur la vie des hommes n'est pas scientifique parce qu'elle est si vague qu'aucun fait précis ne pourrait la contredire. Dans la connaissance scientifique, l'humilité est une condition nécessaire à la recherche, car les théories vraies ne cessent d'être critiquées et supplantées par d'autres, plus étendues ou plus précises, permettant de connaître plus de phénomènes ou de les connaître mieux. Selon Popper, la connaissance progresse par essai et erreur.
on envisage des conjectures, c'est-à-dire des hypothèses risquées, et on procède à des vérifications et des réfutations. Là aussi, la vérité est ce que l'on cherche et non ce que l'on a. La quête de la vérité n'exclut donc pas l'opinion, mais elle ne s'en contente pas, elle la soumet à un examen critique et la remplace par des résultats reposant sur des preuves ou des démonstrations elles-mêmes provisoires, et ceci à l'infini.